passé une bonne partie de ma carrière dans la R&D industrielle et à 50 ans, je suis tombé dans le social. Ça fait mal. Je ne m'en suis pas encore vraiment remis. Et pour résumer, je dirais que je considère qu'il y a plus de progrès à faire au niveau social dans l'entreprise qu'au niveau technologique, pour vous résumer la situation. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la valeur du bonheur au travail. Alors, pour les fans de la twittosphère, j'ai préparé un petit tweet. Ça pourrait être: la productivité au travail, c'est d'abord des salariés à l'aise dans leur basket et dans leur tête. La HBR a bien résumé ça. L'anglais, c'est plus pertinent, quoi. C'est toujours plus punchy, c'est mieux. The value of happiness, how employee well-being drives profit. On ne peut pas mieux dire, plus court. Je vais vous présenter les résultats d'un sondage, vous parler un peu de 3 pistes pour la quête de sens, extraire quelques phrases d'un discours et vous raconter une anecdote. La semaine dernière, du 10 au 14 juin, c'était la 10e semaine pour la qualité de vie au travail, organisée par l'ANACT, qui est une association nationale qui travaille sur ce thème, qui fait ce genre de semaines tous les ans. Et donc elle a fait un sondage, et elle a essayé de voir où on en était collectivement dans les entreprises françaises en France sur ce sujet. Alors je m'intéresserai qu'au camembert de gauche. C'est la période qui change, hein, c'est tout. Mais au cours des 5 dernières années, diriez-vous que la qualité de vie au travail des Français s'est dégradée, 68%, ni améliorée ni dégradée, 26%, améliorée, 6%. C'est pas brillant. Celui de droite, la seule différence, c'est que c'est sur une période plus longue, c'est depuis que vous avez commencé à travailler, mais c'est pas beaucoup mieux. Pourtant, une bonne qualité de vie au travail, ça profite à qui? D'après les sondés, ça profite aux salariés, principalement, pour 8%, aux entreprises pour 5%, et pour 87% aux entreprises comme aux salariés, conjointement. Pourquoi? Parce que les sondés ont bien conscience que des gens bien dans leur travail, ils sont plus productifs et l'entreprise fait de meilleurs résultats financiers, c'est tout simple. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Quand on demande que faudrait-il pour améliorer la qualité de vie au travail, alors on va retrouver des mots comme reconnaissance, respect, considération, écoute, dialogue, etc. Beaucoup de mots sur la relation humaine dans l'entreprise. Mais aussi, bien sûr, on va trouver salaire et augmentation. Mais ça pèse quand même un peu moins lourd, même si c'est important. Ça, c'était le sondage. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui fait que le travail est un peu malade, c'est le sens, en fait, qui est malade. C'est la quête du sens qui ne va pas. Dans beaucoup d'entreprises, on entend un discours des dirigeants sur le résultat d'exploitation à 2 chiffres qu'il faut tenir pour l'année en cours. Ça, c'est pas un message qui peut mobiliser, ça. Il faut trouver autre chose. Les salariés ne sont pas mobilisés par ce genre de choses, surtout en France, avec nos valeurs catholiques, etc. Encore dans les pays anglo-saxons, je ne sais pas. Par contre, une grande ambition, une aventure collective, ça peut mobiliser. Aujourd'hui, on est dans le court terme, les résultats de l'année, dans le quantitatif, les tableaux de bord, les objectifs, les chiffres, et dans l'individuel, les évaluations individuelles, les objectifs individuels, les augmentations individuelles. Tout est individuel. Or, l'entreprise, ce n'est pas exactement tout à fait ça. Pour remettre la tête des salariés à l'endroit, il faut tout changer, il faut remettre du long terme. Les salariés travaillent pour le bien de l'entreprise à long terme, pas pour les résultats de court terme. Ils ont besoin de qualitatif et pas que de qualité de vie au travail. Ils ont besoin de qualité du travail, faire un travail de qualité. Et la troisième chose, ils ont besoin d'espaces collectifs de discussion, ils ont besoin d'évaluation collective. C'est au niveau collectif qu'il faut évaluer le fonctionnement des services. Il y a 3 leviers pour ça. Appartenir à une équipe, être utile et fier de ce qu'on accomplit. La deuxième chose, tout simple, mais ça va mieux en le répétant, il faut le répéter chaque jour, faites ce que vous aimez.
Alors moi, on pourrait sortir le discours de Steve Jobs à Stanford ou Confucius, hein, tout le monde a écrit sur ce sujet. Mais il se trouve qu'il y a quelqu'un qui se tient un peu, qui est le fondateur de Turbomeca, qui s'appelait Joseph Sidowski, et qui a fait un discours quand il avait 91 ans, peu avant sa mort, le 20 novembre 87. On a extrait cette phrase. Mon message, dit-il, je cite, est le suivant. Si vous voulez vivre une vraie vie d'homme, aimez ce que vous faites. Si vous n'y arrivez pas, changez pour faire ce que vous aimez. Le reste, argent, succès, vous sera donné par-dessus le marché. C'est très joli, mais c'est très compliqué. Mais il faut bien avoir ça en tête. Il faut être prêt à faire des sacrifices pour ça. Il faut être prêt à voir son salaire réduit pour ça. Il faut être prêt à changer d'entreprise, de région, de pays pour ça. Parce qu'on passe un temps considérable au travail. Et c'est l'intérêt du salarié, évidemment, mais aussi de l'entreprise. Ça ne sert à rien. Un salarié qui n'est pas bien dans son job, dans une entreprise, c'est totalement inefficace. Donc, une petite phrase, passer du bilan de compétences au bilan des appétences. C'est-à-dire, par exemple, dans l'entretien annuel, plutôt que de s'occuper des objectifs quantitatifs, regardons plutôt t'es comment dans ton job, qu'est-ce qui ne va pas dans ton poste de travail, qu'est-ce que tu veux faire demain, comment on peut t'accompagner. C'est plus important. Et à propos d'accompagnement, je pense qu'il faut accompagner les projets personnels. Je me mets du côté de l'entreprise, là, des dirigeants de l'entreprise. Bien sûr, par de la formation pour atteindre une qualification pour un nouveau poste dans l'entreprise, mais y compris s'il s'agit d'accompagner à l'extérieur le salarié. L'entreprise devrait investir pour aider le salarié à se réaliser à l'extérieur. Tant qu'il est à l'intérieur, il n'est pas productif s'il n'est pas sur ce qu'il aime. Alors, il y a des entreprises qui ont fait leur révolution. J'en ai cité un certain nombre là-haut. Je m'appuierai essentiellement sur l'exemple de Favi. Il y a des exemples en France, il y a des exemples aux États-Unis, en Finlande, etc. Il y a un bouquin là-dessus si ça vous intéresse. Et ces entreprises ont revu leur façon de fonctionner. C'est le patron de Favi qui emploie ces mots, Jean-François Zobrist. Il parle d'entreprise comment et d'entreprise pourquoi. L'entreprise comment, c'est une entreprise dans laquelle la confiance n'est pas installée entre les salariés et la direction. Donc, la direction considère que son boulot, c'est d'expliquer comment il faut faire le travail. Et elle va contrôler qu'on a bien fait le travail. Donc, c'est commande, contrôle. Ça, c'est l'entreprise comment. L'entreprise pourquoi, le patron définit une ligne. Il dit « je veux aller là ». Pour Zobrist, c'est chercher l'amour du client. Chercher l'amour du client. Ça se décline ensuite, hein, de plein de façons, mais c'est ça son thème. Et puis, c'est les salariés qui mettent en œuvre. Et pour que ça marche, ça, il faut un leader un peu particulier. C'est pour ça que ce n'est pas un modèle généralisé. Mais il faut aussi l'équité et la confiance. L'équité parce que la confiance ne peut s'établir que si un certain nombre de prérequis sont là. Il faut que la direction abandonne ses petits privilèges de voitures de fonction, de places de parking, de retrait de chapeau, de bonus, machin, voilà. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de confiance qui se construit et les salariés ne peuvent pas réellement se responsabiliser à fond. Ils ne le font que si l'équité est là. Alors, il y a un exemple que cite Zobrist souvent. C'est un an à peu près après, un an ou deux après qu'il ait mis en œuvre tout ça dans son entreprise. Il n'y a plus qu'un niveau hiérarchique dans sa boîte, hein, un seul niveau hiérarchique. Il est 20h30, c'est le soir, il y a une femme de ménage qui est là, qui s'appelle Christine, et il y a un coup de fil, à 20h30, plus personne. Elle décroche, il y a un ingénieur de chez Fiat qui est bloqué à l'aéroport. C'est un client important de la boîte. Et donc, il est en rade. On devait venir le chercher, personne n'est là. Donc, elle va le chercher, elle fait 3 heures de route aller-retour, elle l'emmène à son hôtel, elle reprend son ménage. Si ce n'est pas de la responsabilisation, ça. C'est-à-dire que le patron lui avait tellement expliqué que c'est l'amour du client qu'il faut chercher, qu'elle a considéré que c'était plus important de passer 3 heures sur la route, aller chercher le gars de chez Fiat, que de faire le ménage. Toujours Jean-François Zobrist, il compare la réactivité de ce genre d'entreprise très plate à une nuée d'oiseaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, hein, c'est pas possible, ça va trop vite. Vous voyez ce que c'est qu'une nuée d'oiseaux.
Il n'y a pas de chef, ça réagit instantanément. Ce n'est pas un modèle très simple. Il faut un leader, il faut une vraie équité, et il faut refuser de dire comment. Refuser de dire comment. Quand les salariés viennent vous demander comment on fait, chef, non, je vous explique pourquoi, c'est à vous de faire. En résumé, la valeur du bonheur au travail, c'est la valeur pour le salarié, on l'a vu, pour son bien-être, c'est la valeur pour l'entreprise. Et c'est d'abord du management, comme on l'a vu, d'abord du management et de l'adéquation post-profil, avant le reste, avant les petits avantages quotidiens. Merci de votre attention.